C'était en 1939. Septembre est arrivé, puis l'Europe était en feu. Encore une fois, l'Allemagne, dirigée par un type avec une moustache, disons, particulière, a décidé que la Pologne, ça avait l'air d'une bonne place à envahir. La Grande-Bretagne et la France, avec pas mal de raisons, ont dit non et ont déclaré la guerre. C'était majeur. C'était le début de la Deuxième Guerre mondiale. Bien du monde se disait « c'est reparti » en se souvenant de la première grosse guerre, pas si lointaine. Le monde entier retenait son souffle. Les choses allaient devenir très sérieuses, très vite, pour un paquet de gens partout sur la planète, y compris ceux qui s'occupaient de leurs oignons bien loin de tout ça. Bon, le Canada, en 1914, quand la Grande-Bretagne est entrée en guerre, le Canada a embarqué automatiquement, sans poser de questions, un peu comme un jeune qui se fait traîner par ses parents. Mais 1939, c'était différent. Le Canada avait pris du galon. Grâce à une affaire qu'on appelle le statut de Westminster de 1931, le Canada était maître de sa propre politique étrangère. Alors, quand la Grande-Bretagne a déclaré la guerre à l'Allemagne le 3 septembre, le Canada n'a pas sauté dans le train tout de suite. Le premier ministre Mackenzie King, un homme connu pour ses délibérations prudentes, certains diraient même interminables, a décidé que cette fois-ci, le Canada choisirait sa propre voie. Il a attendu. Le Parlement canadien a été rappelé pour une session d'urgence. Ils en ont vraiment débattu. Imaginez-vous donc, une vraie discussion sur le fait d'entrer en guerre. Pendant une semaine complète, les députés ont parlé, argumenté, réfléchi. Certaines voix, surtout au Québec, hésitaient. On se souvenait du trouble de la conscription de la Première Guerre mondiale. Mais le sentiment général, c'était qu'il fallait arrêter la tyrannie. Alors, le 10 septembre 1939, une semaine complète après la Grande-Bretagne, le Parlement canadien a officiellement déclaré la guerre à l'Allemagne. C'était pas rien. C'était le Canada qui disait « On est là-dedans parce qu'on a décidé d'être là-dedans ». Cette déclaration indépendante, c'était un symbole puissant. Ça montrait que le Canada n'était plus juste un dominion qui suivait le mouvement. C'était une nation souveraine qui prenait une décision monumentale, selon ses propres termes. Il ne s'agissait pas seulement de faire la guerre, il s'agissait de définir la place du Canada sur la scène mondiale. Le gouvernement savait qu'il devait être prudent, surtout pour garder l'unité nationale. Au début, il a promis qu'il n'y aurait pas de conscription pour le service outre-mer. C'était un point clé pour essayer de rallier tout le monde, particulièrement le Québec, à l'effort de guerre dès le départ. Une fois que le Canada a embarqué, il n'a pas perdu de temps. La Marine royale canadienne s'est tout de suite vu confier une méchante job, la bataille de l'Atlantique. C'était la ligne de vie. Des convois de navires transportant des fournitures vitales de la nourriture et des troupes partaient de l'Amérique du Nord vers la Grande-Bretagne. Les U-boots allemands, ces maudits sous-marins sournois, essayaient de tout couler. Les corvettes et les destroyers canadiens escortaient ces convois, affrontant un temps épouvantable et un danger constant. Ce fut une bataille longue et brutale, sans doute l'une des plus critiques. Si la Grande-Bretagne avait manqué de ravitaillement, la guerre était perdue. Les marins canadiens ont joué un rôle clé pour maintenir cette ligne de vie ouverte, un effort vraiment héroïque et souvent dans un froid glacial. Ensuite, il y a eu Dieppe, août 1942, un raid majeur sur la côte française, surtout des soldats canadiens. L'idée, c'était de tester les défenses allemandes, de choper du renseignement et de montrer aux soviétiques qu'on faisait quelque chose. Ce fut un désastre sanglant et tragique. Près d'1 millier de Canadiens sont morts et beaucoup d'autres ont été blessés ou capturés. La planification était déficiente, les Allemands étaient trop bien retranchés. Mais, et c'est un « mais » assez sombre, des leçons précieuses ont été tirées de Dieppe. Des leçons sur les débarquements amphibies qui seraient cruciales plus tard pour le jour J. Certains disent que c'était un sacrifice nécessaire, mais c'est une maigre consolation pour les familles. Les Canadiens ont aussi mené une campagne difficile et éreintante en Italie. À partir de la Sicile en 1943, ils ont progressé péniblement vers le nord de la péninsule italienne. À travers les montagnes, la boue et une résistance allemande féroce.
Des batailles comme Ortona, surnommée le Petit Stalingrad, ont été incroyablement coûteuses. Les combats en Italie étaient brutaux et souvent éclipsés par les événements ailleurs en Europe. Les soldats là-bas se sentaient parfois oubliés, s'appelant eux-mêmes les D-Day Dodgers, les esquiveurs du jour J, avec une ironie amère. Mais leur contribution a été immense, immobilisant des divisions allemandes qui auraient pu être utilisées ailleurs. C'était un dur labeur, chaque pouce de terrain gagné coûtait cher. Et puis, le gros morceau, le jour J, le 6 juin 1944, le débarquement allié en Normandie. Le Canada s'est vu attribuer sa propre plage, Juno. La 3e division d'infanterie canadienne a débarqué face à de solides défenses allemandes, des casemates, des mitrailleuses, tout le tralala hostile. Ils ont affronté une mer agitée et un feu intense, mais ils ont percé. Le jour J, ils ont avancé plus loin à l'intérieur des terres que toutes les autres troupes alliées. C'était un exploit militaire remarquable, un témoignage du courage et de la compétence des Canadiens. Juno Beach a été un moment charnière et le Canada a joué un rôle massif et couronné de succès pour percer le mur de l'Atlantique d'Hitler, menant à la libération de la France et, finalement, de toute l'Europe. Au Canada, pendant ce temps-là, l'effort de guerre a transformé le pays. Ce n'étaient pas seulement les soldats qui se battaient outre-mer. Toute la nation devait mettre la main à la pâte. Des industries qui fabriquaient autrefois des autos ou de l'équipement agricole se sont soudainement mises à produire des chars d'assaut, des mitrailleuses, Bren et des avions. Les chantiers navals crachaient des navires de guerre et des cargos à un rythme effarant. Le Canada est devenu un arsenal de la démocratie, comme on dit. Ce boom industriel a sorti le pays de la Grande Dépression pour de bon. Les usines tournaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'ampleur de la production était massive, un effort vraiment national pour approvisionner non seulement nos propres troupes, mais aussi nos alliés. Une énorme partie de ce miracle industriel, c'est grâce aux femmes. Avec tant d'hommes partis s'enrôler, il fallait bien quelqu'un pour prendre leur place dans les usines. Et les femmes ont répondu présentes. En grand, elles sont devenues soudeuses, riveteuses, opératrices de machines. L'image iconique de Rosie la riveteuse avait beaucoup de consoeurs canadiennes. Elle travaillait dans les usines de munitions, les usines d'avions et les chantiers navals, faisant des jobs qu'on pensait avant réservés aux hommes. C'était un changement social majeur. Les femmes ont prouvé qu'elles pouvaient faire ces travaux, et bien les faire. Ce n'était pas facile, le salaire n'était pas toujours égal, et elles avaient toujours des familles à s'occuper. Mais leur contribution a été absolument essentielle. Ces changements ont eu des conséquences sociales profondes, bien au-delà du plancher des usines. Les femmes ont acquis un nouveau sentiment d'indépendance et de capacité. Elles gagnaient leur propre argent, contribuant directement à l'effort de guerre de manière très visible. Ça a commencé à changer les perceptions sur le rôle des femmes dans la société, même si le changement n'a pas toujours été permanent immédiatement après la guerre. Les familles se sont adaptées à de nouvelles routines, avec les mères qui travaillaient et les pères qui étaient là partis. La garde des enfants est devenue un enjeu plus pressant. La guerre était en train de remodeler la société canadienne de fond en comble, d'une manière que personne n'avait vraiment prévue au début. Le gouvernement a aussi joué un rôle beaucoup plus grand dans la vie quotidienne. Pour gérer les ressources et financer la guerre, des choses comme le rationnement ont été introduites. Le sucre, le beurre, l'essence, tout est devenu rare et soigneusement contrôlé. Les obligations de la victoire ont été vendues pour aider à financer le coût immense de la guerre, et les Canadiens en achetaient avec enthousiasme. Des affiches de propagande encourageaient tout le monde à faire sa part, de la récupération de la ferraille au silence sur les informations sensibles. Il y avait un sentiment d'objectif collectif, l'impression que tout le monde était dans le même bateau, contribuant à une cause bien plus grande qu'eux-mêmes. Ça a unifié le pays à bien des égards, malgré les tensions sous-jacentes. Ah, la conscription. Le mot lui-même, c'était un terrain miné dans la politique canadienne. Le premier ministre Mackenzie King avait promis en 1939 pas de conscription pour le service outre-mer. Il savait à quel point ça avait été source de division pendant la Première Guerre mondiale, surtout au Québec. Mais comme la guerre s'éternisait, que les pertes augmentaient,
et que le besoin de plus de troupes grandissait, en 1942, la pression était intense. King, toujours l'équilibriste politique, a décidé de tenir un plébiscite national, un référendum. Pas sur la conscription elle-même, mais pour demander aux Canadiens de libérer le gouvernement de sa promesse antérieure. Une manœuvre habile, voire un peu glissante, diraient certains. Les résultats du plébiscite de 1942 ont été frappants. La majorité du Canada anglophone a voté « oui », donnant carte blanche au gouvernement. Mais au Québec, un « non » retentissant à 70%. On s'est senti trahi. On se souvenait de 1917. Le slogan « La conscription si nécessaire, mais pas nécessairement la conscription » était la tentative de King de retarder l'inévitable, mais le plébiscite a mis à jour les profondes divisions du pays. C'était une crise. Ça a mis l'unité nationale à rude épreuve. Pour beaucoup de Québécois, c'était comme si le Canada anglais leur imposait encore une fois sa volonté, sans tenir compte de leurs préoccupations et de leur histoire distincte. Malgré l'opposition généralisée à la conscription au Québec, il est crucial de se rappeler que de nombreux Canadiens français se sont portés volontaires. Des milliers se sont enrôlés de leur plein gré et ont combattu courageusement dans toutes les branches de l'armée. Des héros comme Léo Major, un soldat québécois qui a libéré à lui seul la ville néerlandaise de Zwolle, ont fait preuve d'un courage incroyable. Mais le climat politique était tendu. L'imposition finalement limitée de la conscription pour le service outre-mer à la fin de 1944, envoyant certains zombies, des hommes conscrits pour la défense du territoire, en Europe, a ravivé la colère. Ça a laissé des cicatrices durables sur la relation du Québec avec le reste du Canada. Quand la guerre a finalement pris fin en 1945, le Canada était une nation changée. Il avait contribué massivement à la victoire alliée, gagnant une place respectée sur la scène mondiale. Son armée avait fait ses preuves, son économie était en plein essor, mais la guerre a aussi remodelé le Canada de l'intérieur. Elle a accéléré l'industrialisation, amené les femmes sur le marché du travail de nouvelles façons et élargi le rôle du gouvernement. Pourtant, le rôle immense du Canada, surtout par rapport à la taille de sa population, est parfois sous-estimé dans les grandes histoires de la guerre. C'est une histoire de courage, de sacrifice, de puissance industrielle et, oui, de tensions internes. Une histoire qui mérite d'être rappelée, parce qu'elle a vraiment marqué le passage à l'âge adulte du Canada, pour le meilleur ou pour le pire, quand on y repense en 2025.